plongée en grotte est réputée extrêmement dangereuse, mais lorsqu'une simple plongée de 21 minutes tourne mal, un résultat stupéfiant va bouleverser toute l'équipe de recherche. Voici l'analyse fatale de la tragédie de plongée en grotte de Sterkfontein. Nuno Gomes explorait depuis quelques mois une section inexplorée du système de grottes de Sterkfontein. Il s'agissait d'un incroyable réseau de grottes en Afrique du Sud, où de nombreuses découvertes anthropologiques ont été faites, y compris un squelette vieux de 2 300 000 ans. Il s'agissait principalement de zones sèches, mais Nuno s'intéressait au réseau de grottes inondées. Ce jour-là, le 29 septembre 1984, il allait diriger un petit groupe dans le but d'installer une ligne directrice permanente jusqu'au point le plus éloigné de la zone inondée de la salle Milner. Pierre Verhulsel et Malcolm Keeping allaient l'aider à installer cette ligne, en lui fournissant la corde depuis la surface et en surveillant la plongée depuis la surface. Nuno avait effectué exactement cette plongée 2 fois au cours du mois précédent, donc il n'était pas surprenant que tout se soit déroulé comme prévu pour poser la ligne permanente couvrant la distance de 121 mètres depuis l'entrée du lac Milner, en passant par un passage étroit jusqu'à une petite poche d'air à la fin du tunnel principal. Une fois la ligne installée, lui, Pierre et Malcolm la suivraient jusqu'à la petite poche d'air au bout, presque comme une plongée récréative étant donné sa simplicité. La petite pièce faisait seulement environ 3 mètres carrés, comme un couloir court de moins d'1 mètre de large et de 3 mètres de long. Les hommes avançaient facilement le long de la ligne, passant devant des dizaines de petits passages dans l'infrastructure en gruyère du tunnel de la grotte, et finirent par émerger dans la poche d'air les uns après les autres. Ils ont eu une brève discussion sur le fait qu'ils étaient peut-être les premiers humains à se tenir exactement là où des ancêtres anciens s'étaient trouvés il y a des millions d'années. C'était excitant et un peu inspirant pour leurs âmes d'explorateurs. Chacun d'eux savait qu'il pouvait y avoir un artefact ou un os le long de ces sentiers, ce qui devait leur donner à tous l'impression d'être de véritables explorateurs en territoire inconnu. C'était la dernière conversation que les 3 hommes auraient jamais ensemble. Ils sont repartis vers la zone du lac Milner, prévoyant simplement de suivre la ligne directrice à travers le tunnel relativement peu profond. Il n'y avait que 4 mètres de profondeur, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour s'éloigner de la ligne directrice, et c'était un chemin direct vers la sortie. Alors que Nuno menait les hommes vers la sortie, il sentit une traction sur sa palme de la part de Malcolm. Il fit signe que Peter n'était plus derrière lui. Nuno fit demi-tour pour voir si Peter avait pris du retard. Il chercha pendant quelques instants, puis aperçut la lampe torche de Peter dans l'un des tunnels latéraux. Nuno était franchement agacé, mais c'était compréhensible, cette envie irrésistible de jeter un coup d'œil à ce qui se trouvait au-delà. Il fit signe à Peter de le suivre jusqu'à la ligne de guidage et ils continuèrent leur chemin. Alors qu'ils approchaient d'un brandarde de l'étroiture pour sortir du tunnel, Peter avait de nouveau disparu. Cette fois, après un bref coup d'œil autour d'eux, les 2 hommes sortirent du tunnel pour réapparaître dans la salle ouverte du lac. Ils voulaient vérifier si Peter avait peut-être emprunté l'autre tunnel de sortie par hasard, mais il n'y avait aucune trace de lui. Nuno et Malcolm firent demi-tour et rentrèrent dans le tunnel en suivant la corde guide. Nuno s'est éloigné de la corde pour explorer les tunnels latéraux et les zones qu'il connaissait, cherchant des signes de la lumière de Peter, mais cette fois, il n'y avait rien. Au cours des 4 heures suivantes, Nuno et Malcolm ont fouillé en long et en large le chemin et le lac principal pour voir s'ils pouvaient retrouver Peter. À force de faire des allers-retours, ils allaient commencer à soulever de la vase, ce qui réduisait la visibilité d'heure en heure. Bien qu'ils soient inquiets, ils restaient convaincus que Peter attendait dans l'une des nombreuses poches d'air qui se trouvaient probablement au bout de tous ces passages latéraux. Ils devaient juste découvrir laquelle. Après avoir utilisé toutes leurs bouteilles d'air, ils ont appelé à l'aide en fin d'après-midi. Les plongeurs des pompiers sont arrivés, mais ils n'ont pas pu entrer dans la grotte par manque d'expertise en plongée souterraine. Nuno avait également appelé un autre plongeur, Craig Stevenson, qui avait été dans ce même tunnel avec lui quelques semaines auparavant. Nuno et Craig ont utilisé les nouvelles bouteilles d'air pour tenter à nouveau de localiser Peter. Finalement, des plongeurs de la police sont arrivés dans la soirée et ont pris le relais des recherches. Nuno et Malcolm étaient épuisés et en hypothermie. Ils avaient commencé cette plongée à 11h du matin et il était maintenant 2h du matin. L'eau trouble avait réduit la visibilité à 0. La police a interrompu les recherches pour la nuit et était maintenant certaine qu'il ne s'agirait plus que d'une récupération de corps à partir de maintenant. Peter était enthousiaste à l'idée des possibilités au-delà de ce chemin principal. Alors que les 3 hommes commençaient leur trajet de retour, Peter était impatient de jeter un rapide coup d'œil à ce qui pouvait se trouver juste au-delà de sa ligne de vision.
Il s'engagea dans l'un des grands tunnels latéraux, prévoyant simplement d'éclairer le chemin avec sa lampe de poche et de voir jusqu'où il pouvait aller. Quand Nuno attrapa sa palme pour le ramener, il sut que c'était la bonne chose à faire. C'était grisant de voir les parois d'une grotte qui avait peut-être abrité d'anciens occupants, ou mené à une nouvelle surface de lac en profondeur, mais aucune ligne supplémentaire n'avait été installée et ils n'avaient pas de corde avec eux pour s'assurer. L'attrait était tout simplement trop fort pour Pierre alors qu'il passait devant passage après passage mystérieux, chacun rempli de possibilités incroyables. Il finit par bifurquer à nouveau et s'engagea rapidement dans un nouveau tunnel. Les formations dans ces grottes sombres remplies d'eau rendaient même les chemins les plus simples semblables à des labyrinthes difficiles. L'orientation en 3 dimensions ajoutait un facteur de difficulté difficile à expliquer. Comme la lampe de poche ne pouvait éclairer qu'une petite portion du chemin à la fois, il n'y avait aucune familiarité avec les chemins empruntés auparavant. Rien ne semblait familier alors que Pierre essayait de revenir à la ligne directrice. Le mouvement dans les tunnels étroits a dérangé le limon des parois et a réduit la visibilité. Après avoir testé de nombreux chemins possibles, il aperçut la surface argentée de l'eau au-dessus de lui. Il a poussé vers le haut et s'est retrouvé dans une petite pièce incroyable que personne d'autre n'avait jamais vue auparavant. Ce fut un soulagement palpitant d'avoir la sécurité de l'air et l'occasion d'observer ce nouvel espace. Il avait tout essayé dans l'eau pour retrouver le fil d'Ariane, mais maintenant, il devait simplement rester sur place et attendre que ses amis le retrouvent. Alors que Pierre attendait, il regarda autour de la pièce avec sa lampe torche. Il y avait quelques passages étroits qui semblaient vraiment partir dans différentes directions, ce qu'en tant que spéléologue expérimenté, il serait heureux d'explorer plus tard une fois qu'ils auraient installé des fils d'Ariane supplémentaires. Pour l'instant, il devait simplement attendre. Il a dirigé sa lampe vers le haut pour faire signe à Nuno et Malcolm s'ils entraient dans cette partie des grottes. L'excitation initiale avait commencé à retomber lorsque personne n'est sorti du petit lac devant lui. Il n'y avait aucun bruit, aucune bulle d'air et aucune perturbation à la surface de l'eau. Il a éteint sa lampe pour économiser les 30 minutes d'autonomie de batterie qui lui restaient pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. La règle générale à cette époque était de rester tranquille lorsqu'on dispose d'une réserve illimitée d'oxygène. Il n'y avait d'aucun intérêt à s'aventurer dans un passage inconnu avec seulement 30 minutes d'air et de lumière, au risque de ne pas pouvoir retrouver cette poche d'air. Peter savait que ses compagnons plongeurs ne pouvaient pas être très loin et qu'ils étaient improbablement en train de le chercher à cet instant même. Après plusieurs heures, il savait qu'une véritable opération de sauvetage était probablement en cours. Nuno et Malcolm auraient été à court d'air et auraient eu besoin de ressources supplémentaires pour le retrouver. Peter avait essayé de faire du bruit en frappant sa bouteille contre les rochers et en faisant clignoter sa lampe dans l'eau. Son adrénaline était retombée et l'avait laissé dans un état d'épuisement total. Il finit par s'endormir, perdant ainsi toute notion du temps à court terme. Lorsqu'il se réveillerait, il ne saurait pas si 10 minutes ou 10 heures s'étaient écoulées. Il était assis dans l'obscurité totale, avec seulement une connaissance très limitée de la grotte dans laquelle il se trouvait. Sa lampe n'avait qu'1 heure d'autonomie totale, et la moitié avait été utilisée lors de sa plongée initiale avec Nuno et Malcolm. Donc sans lumière, sans nourriture et sans aucune référence du temps, Pierre ne savait pas combien de temps il devrait attendre avant d'être découvert. Il avait beaucoup d'air et d'eau potable, donc les besoins essentiels à la vie étaient largement couverts. Il lui vint rapidement à l'esprit qu'à ce stade, il pouvait le croire noyé. C'était un dilemme horrible. Il avait assez d'air dans sa bouteille pour nager la courte distance jusqu'à la sortie, s'il connaissait seulement le chemin. Attendre restait la seule option, en comptant sur le fait qu'ils continuèrent à chercher jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés. Après cette première nuit de recherche, la police a bouclé les grottes pour empêcher quiconque de plonger ou de faire de la spéléologie jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur mission de récupération. Les tunnels étaient complètement remplis de limon et il fallait plusieurs jours pour qu'ils s'éclaircissent. Comme ils avèrent des ressources limitées et étaient et certains qu'il s'agissait d'une mission de récupération de corps, ils ne sont pas revenus pendant 1 semaine. Ils ont ensuite passé une journée à fouiller le fond du passage pour localiser un corps et les différents tunnels qui n'avaient pas encore été explorés. Il n'y avait absolument aucune trace de Peter. Le week-end suivant, ils sont revenus à nouveau. La police n'avait autorisé aucun civil à participer à leur mission de plongée. Nuno ne supportait pas qu'il n'ait pas demandé son aide et il était déterminé à retourner dans ses grottes pour retrouver Peter pour sa famille. Il s'est simplement présenté à Sterkfontein et a offert ses connaissances du système aux plongeurs de la police. À ce moment-là, Peter était porté disparu depuis 16 jours.
Même s'il avait trouvé une poche d'air, il serait mort d'hypothermie depuis longtemps dans les tunnels humides. Il savait qu'il y avait de nombreuses crevasses et formations qui pouvaient facilement dissimuler un corps aux yeux des chercheurs, et il avait fait tout ce qu'il pouvait pour aider à retrouver Peter. Il était loin de se douter qu'à ce moment précis, Peter était à l'intérieur en train de lutter pour sa vie. Au fil des heures et des jours, Peter a dû se rendre compte que ses sauveteurs avaient du mal à le retrouver. Il n'avait vraiment aucun moyen de savoir si 1 semaine ou 3 s'étaient écoulées. Il avait faim et était plongé dans l'obscurité totale. Pendant que sa lampe de poche fonctionnait, il avait remarqué plusieurs passages qui pourraient mener à une sortie sèche. Plongé maintenant dans l'obscurité totale, il s'aventura jusqu'au bord de sa chambre et finit par suivre un chemin à près de 120 pieds foncé du bord de l'eau. Cela s'est avéré n'être qu'une impasse rocheuse, alors Piotr a continué à rester près de l'eau dans l'espoir qu'une équipe de secours finirait par localiser sa petite grotte. Finalement, il a ouvert sa lampe de poche et a utilisé le capuchon arrière comme une tasse. En ce qui concerne les provisions, il était plutôt limité. Il avait quelques piles usées, le corps de sa lampe de poche et un cylindre d'air presque plein. Avec le temps, il a probablement remis en question sa décision de quitter la ligne de guidage au départ, puis celle de ne pas retourner dans l'eau pour chercher la sortie. Maintenant, il était trop faible à cause du manque de nourriture et d'être resté seul dans le noir pendant des semaines. Cette réalité dévastatrice est une véritable torture. Des études ont montré que les gens peuvent avoir des hallucinations et commencer à perdre la raison après seulement quelques heures de silence total et sans aucune stimulation visuelle. Peter survivait jour après jour dans un état d'esprit inconnu. Son corps se détériorait alors que ses propres tissus musculaires étaient utilisés pour alimenter son organisme. La famine est un état traumatisant en soi, mais si l'on y ajoute la privation de lumière, de son et d'interaction sociale, on peut imaginer le cauchemar que vivait Peter. La seule mesure du temps à peu près raisonnable aurait été la pousse de sa barbe. Ses poils du visage avaient beaucoup poussé, ce qui aurait pu lui donner une sorte de repère sur le passage des jours ou des semaines. Il dormait probablement la plupart du temps parce qu'il n'avait pas de nourriture pour alimenter son activité et aucune lumière pour déclencher des périodes d'éveil. La biologie de sa vie se dégradait petit à petit. Peter tenait à peine le coup, après avoir jeûné pendant des semaines et perdu 44 livres de poids corporel. Le désespoir est vraiment saisissant, sans aucun moyen de signaler à qui que ce soit que vous êtes en fait encore en vie et que vous souffrez heure après heure. Peter s'est effondré près de l'eau, sachant que son sauveur viendrait en tenue de plongée et le sauverait de ce tombeau. Mais Peter s'était trompé. Les plongeurs ne le trouveraient pas. Mais les spéléologues terrestres, eux, le trouveraient. La police a poursuivi ses plongées le week-end pendant 6 semaines, puis a finalement arrêté les recherches sans résultat. À ce moment-là, ils ont rouvert les grottes sèches, mais ont maintenu les parties inondées, fermées aux plongeurs. Dès que cela a été rouvert, des bénévoles de l'association spéléologique locale ont commencé à chercher une connexion entre les grottes sèches et les grottes inondées. Roger Ellis a dirigé ce groupe et Nuno les a rejoints. Après seulement quelques heures de recherche, une connexion a été trouvée par Nuno lui-même. Il a découvert une section décisive qui révélait une surface aquatique reliée aux grottes sèches. C'était une nouvelle stupéfiante. C'était la première confirmation que l'immense réseau de grottes sèches était effectivement relié aux tunnels remplis d'eau. D'autres bénévoles ont trouvé une série d'empreintes de pas qui menaient à une impasse rocheuse. C'était une découverte totalement inattendue, et cela a ravivé l'espoir de tous de retrouver Peter. Roger Ellis est arrivé à une nouvelle source d'eau et s'est arrêté net devant ce qu'il a vu. Allongé près de l'eau se trouvait le corps émacié de Peter Verhulsel. Il ne s'était finalement pas noyé. En fait, il avait survécu pendant 3 à 4 semaines, ce qui est stupéfiant. Sa pilosité faciale s'était transformée en barbe et il avait clairement perdu plus de 20 kilos. Sa nouvelle bouteille d'air était presque pleine, mais elle était complètement cabossée. En évaluant sa situation, ils ont vu un message écrit à côté du corps de Pierre. Il disait simplement « Je vous aime chérie les mamans ». Il est impossible de savoir exactement ce que Pierre a enduré pendant cette période, mais il s'est clairement battu pour tenir bon, jusqu'aux limites du corps humain. Des dizaines de plongeurs cherchaient, tous dans cet espace relativement restreint, mais ils n'avaient tout simplement aucun moyen de signaler sa présence aux sauveteurs. Un plongeur était remonté à une ouverture à seulement une trentaine de mètres de l'endroit où se trouvait Pierre. S'il avait crié assez fort, aurait-il pu s'entendre dans ces tunnels reliés entre eux, Les échos de cette question subsistent, tout comme de nombreux autres « et si ».
Si les grottes mi-temps sèches étaient restées ouvertes, cette recherche aurait permis de retrouver Peter vivant en une seule journée. L'autopsie de Peter a révélé qu'il était mort de faim après plus de 3 semaines passées seul. Ce fut une prise de conscience dévastatrice pour Nuno. Malgré l'issue macabre de cette plongée, Nuno a continué à établir plusieurs records de plongée et à écrire un livre sur ses nombreuses expériences sous-marines, y compris l'histoire tragique de Sterkfontein.